Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 762 et non pas 862 comme j'ai l'habitude de dire dans mes autres vidéos. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les chiffres, j'ai un gros problème. Cet épisode est typiquement l'épisode de transition. C'est-à-dire que là, on est un petit peu dans le calme après ce qui s'est passé avec Jack. Et là, on va arriver dans un truc absolument monumental. D'ailleurs, la fin de cet épisode était absolument dantesque et tous les petits rajouts, encore une fois, qui ont été apportés au niveau de la Toei sont pour moi excellents. Bref, on va parler de tout ça en détail dans la critique, analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 762, un épisode de transition totalement transitoire. Comme chaque début de vidéo, on va faire un petit récapitulatif entre l'épisode et ce qu'il correspond au niveau des chapitres. Cet épisode 762 correspond au chapitre 812, mais à la première moitié du chapitre. Encore une fois, on n'est toujours pas dans un chapitre égale un épisode ou inversement. Et il faut savoir que là, par rapport aux chiffres, c'est-à-dire qu'on est dans l'épisode 762 qui correspond au chapitre 812, on est à 50, bon enfin bref ça fait beaucoup de trucs comme ça, 50 chapitres, donc encore une fois par rapport à ce qu'on peut lire sur le net, malgré le fait que Ichiro Oda prenne une pause tous les 3-4 semaines, encore une fois ce qui est normal par rapport à son âge et avec ce qu'il nous offre au niveau des chapitres, petit CF pour ceux qui lisent les chapitres, hein, le dernier chapitre était absolument monumental, j'aime bien monumental en ce moment. C'est pas demain la veille, ni l'année prochaine, voire même dans 2 ans, où l'anime va rattraper les scans. Donc pas la peine de stresser là-dessus. Même à la fin de One Piece, je pense sincèrement que on aura au moins toujours 20 à 30 chapitres d'avance. Donc ça c'était toujours la petite parenthèse. Par contre, même si le fait qu'on ait ici un épisode qui correspond à la moitié chapitre, j'ai trouvé que dans l'ensemble, vous me le direz aussi dans les commentaires pour ceux qui regardent les épisodes, j'ai trouvé l'épisode bon. Il n'a pas été à rallonge, il n'a pas été en longueur, je me suis pas fait chier. Voilà, c'est exactement ça le mot. Je me suis pas fait chier en le regardant, même si à la rigueur le dessin était assez moyen certaines fois. Je trouve que ce qui a été mis en plus était bien, voire même très bien. Et là, on va bien sûr parler de la chose qui a été rajoutée, c'est tout le passage qu'il y a avec Sanji. Déjà, le repas, ça y est pas dans le manga. Et après, une fois qu'il a fini, il met sa veste, puis il va faire des garachous partout avec toutes les minx. Encore une fois, j'avais posé la question il y a longtemps, est-ce qu'un humain qui a des vues entre guillemets sexuelles avec une minx, est-ce que ça peut être considéré comme de la zoophilie? Et là, vous avez très très bien répondu en disant que vu qu'un minx considère un humain comme étant un minx avec très peu de poils, de ce point de vue-là, il n'y a pas. Et vu comment Senji, et vu comment certaines minx, je suis en train de délirer totalement, sont quand même assez bonnes, hein, au niveau du dessin, faut pas l'avouer. Le seul problème à la rigueur, ça va être pour rouler des pelles. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Enfin bref, le passage avec Sanji qui fait des garachos partout, j'ai trouvé ça tellement excellent, mais j'ai trouvé ça tellement bon. Et surtout le passage après, où il va voir Nami, puis qu'il voit Nami, qui est franchement la robe de Nami, rend pas insensible. Mais c'est très bien fait. Franchement, c'est bien dessiné, c'est pas boubesque à fond, c'est pas vulgaire. Et il y en a même certains qui auront remarqué que, vu qu'on voit le lassage sur le côté, on voit que Nami n'a pas de culotte. Je vais mettre un gros truc, moins 18% ici, parce que je suis en train de partir dans un truc totalement fou, je sais pas pourquoi. Mais ouais, voilà. Donc on est au courant. Il faudrait que je le mette ça. Je le mettrai dans un top 10 des faits inconnus sur Nami. Nami ne porte pas de culotte. Pourquoi Nami ne porte pas de culotte à Zou, car on le voit. C'est très très bon. Je vais le noter tout de suite. Oh là 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 là. Je sais pas comment va être cette vidéo, mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, le passage était bon. Et après, tu le vois arriver, puis se prend un putain du percute, et puis là, il va le dingue. Franchement, les petits passages comme ça, c'est tellement bon, ça fait tellement plaisir. Et après de voir quand on arrive un petit peu plus dans le dramatique, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a Pecoms qui arrive avec Capone BG, je sais plus comment on dit son nom, Capone BG, Capone BG, enfin Capone, vous voyez bien.
Et qu'on voit que Sanji a encore la tête. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, mais est-ce que sa tête est aussi comme ça au niveau du chapitre? J'ai relu vite fait le chapitre là pour faire cette vidéo, mais j'ai oublié de m'attacher à ce truc-là. Mais on voit qu'il a quand même la tête. Puis même quand il parle, on sent qu'il a des problèmes d'articulation à cause de sa bouche qui est enflée. Enfin bref, franchement. Ça, et c'est peut-être aussi pour ça que je déconne autant là-dessus, c'est que ça m'a tellement fait plaisir dans l'anime et ça a été tellement bien fait avec la musique et tout, que j'ai trouvé ça, bah, c'était génial quoi. J'ai vraiment vécu l'anime, ce passage-là, excellent, excellent. L'autre passage qui a été rajouté, c'est celui avec Pecoms quand il arrive et qu'il voit sa ville totalement détruite. Et là par contre, Pecoms, je n'arrive pas à avoir... c'est pas que je l'apprécie pas, mais il ne dégage aucun charisme. C'est-à-dire, avec sa tenue. Le mec, c'est un putain de lion. Ouais, un lion, quoi. Un lion, c'est. Quand tu vois Pedro, qui est un léopard, le charisme qu'il a. Quand tu vois aussi Sicilian, qui est lui aussi, qui est un lion, lui aussi, le charisme qu'il a, tu sais, il a une prestance. Là, Pecoms, tout, tout petit, habillé en rose, une tête de lion complètement horrible. Et je veux dire il a le charisme une nuit de pleine lune à marée basse. Je sais pas si vous imaginez l'image, mais je veux dire, il se dégage rien. Et même quand il est en colère, qu'il est devant une sorte de maison, puis qu'il faut un coup de poing dans la maison, puis que la maison éclate, il y a tout un truc qui est rajouté autour de ça. Ça vient pas me chercher. C'est ça qui est chiant. Et c'est d'autant plus chiant que, avec ce qui se passe à la fin de la vidéo, si ce personnage avait eu plus de charisme, ça aurait été encore plus dantesque. On va en reparler tout à l'heure. Mais c'est ça qui est. C'est ça. Et même la façon dont on le voit chialer, dont on le voit renifler avec la grosse mort et tout. D'ailleurs, je mets la vidéo sur pause, je reviens, je vais faire une recherche. Ça y est, je suis de retour. Donc j'ai été faire une petite recherche parce que tout simplement, quand j'ai regardé l'épisode, à un moment, Pecoms, quand il s'énerve, j'ai remarqué que sa voix ressemblait énormément à celle de Vegeta au même moment quand il s'énervait contre Beerusama par rapport à ce qui s'était passé pour Bulma. Et là, il s'avère que non. Même s'il y avait cette même voix grave qui était présente, ce n'est pas le cas. Par contre, je connaissais bien sa voix. C'est le seiyuu qui donne sa voix à Pecoms. C'est celui qui a donné la voix au chevalier Sion du Bélier dans Hades. Et aussi au niveau de Naruto, c'est le mec avec les petites lunettes noires qui fait l'éducation des ninjas. Ouais, je me rappelle plus son nom exactement, mais voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai voulu faire la recherche parce que si ça avait été lui, ça aurait été quand même cool parce que certains, comme c'est super connu, c'est que la voix de Krillin, c'est la voix de Luffy, hein, et pas l'inverse, parce que la personne qui... D'ailleurs, je me rappelle plus son nom, là j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, tant pis. Parce que elle avait fait d'abord au préalable, au préalable Krillin, parce que Krillin est un personnage plus ancien que Luffy. Vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça pour dire que Pecoms, même si c'est un personnage qui va avoir de l'importance, ça c'est sûr et certain, parce que au niveau de l'équipage de Big Mom, c'est pas n'importe qui. Il a pas de charisme. Et encore une fois, je trouve que ça, c'est une grande force d'Ichiroda, c'est-à-dire que de nous faire présenter des mecs lambda, que là, personnellement, on va se rappeler de cette vidéo où je dis que je l'aime pas et que je trouve qu'il a pas de charisme, et on peut être sûr que dans une centaine, voire 200 épisodes, il va peut-être avoir un moment important, et il va dire, putain, ce mec, il est vraiment génial, il dépote sa mère et tout ça. Donc voilà. Et ça, c'était pour dire quoi? Bah, je ne sais plus. On va passer à la suite. Oui, voilà ce que je voulais parler. C'est tout simplement l'importance que Pecoms, comme je l'ai dit, est là, et l'équipage de Big Mom en tant que tel. Ils sont arrivés sur l'île car lors de la fuite, au Dead End Mushik, alors on se remet un petit peu dans le contexte, c'est-à-dire que le Tucson Sunny est devant le bateau de Big Mom, le bateau de Big Mom, les mecs veulent couler le Tucson Sunny, et là il y a Sanji qui dit, est-ce que vous me permettez de riposter? Et là il y a Luffy qui est à Dressrosa encore à ce moment-là, il dit, ok c'est bon. Donc on va faire ça avant d'aller à Zou. C'est-à-dire que comme des idiots, ils disent la destination où ils vont aller. Ça c'est complètement con. Et comme... Enfin l'instant c'est pas trop con parce que vu que Zunisha qui est l'éléphant et Zou qui est l'entité de l'île, si vous voyez bien la différence, vu que c'est quelque chose qui est vivant et quelque chose qui bouge toujours, comme je l'ai dit dans l'ancien épisode, il n'a pas d'endroit fixe pour pouvoir y aller.
Comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternal pause qui existe, et pour pouvoir y aller, à part avoir une vive card de quelqu'un, il est impossible d'y aller. Sauf que les habitants, les personnes qui sont nées au niveau de Zoo, ont peut-être, c'est-à-dire les Minx, ont cette faculté de toujours savoir où Zoo se situe dans le Nouveau Monde. Vous suivez un petit peu la chose. Et comme Pecoms est un Minx, chose qu'on ne savait pas avant mais qu'on se doutait un tout petit peu, lui sait comment y aller. Et comme il a entendu qu'ils allaient à Zoo, bah donc ils ont dit une fois que le bateau va être réparé, on va y aller. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un délai de temps entre l'attaque de Jack, l'arrivée des Mugiwara et l'arrivée après de Pecoms, c'est parce qu'il y a eu un délai pour justement la réparation du bateau. Et là comme ils sont arrivés et comme Pecoms fait partie de la tribu Zoo, bah là ils sont franchement dans la merde. Et ils étaient arrivés ici pour deux raisons. Première raison, récupérer César. Et deuxième raison, détruire l'équipage des Mugiwara. Pour récupérer César, ça c'est lié au fait, comme on l'apprend juste maintenant, c'est-à-dire que César, il a fait des recherches pour Big Mom, mais il n'a pas réussi à trouver. Cependant, il a menti à Big Mom en disant qu'il allait bientôt trouver. Et donc Big Mom lui a donné beaucoup d'argent. Et lui, il a utilisé l'argent pour faire des trucs à côté. Et comme César était sous la protection de Doflamingo, et ben il s'en foutait. Parce qu'il faut savoir que Doflamingo avait une très grande alliance avec Kaido. On répète encore une fois que Doflamingo était indépendant de l'équipage de Kaido. Cependant, il faisait un commerce privilégié avec Kaido. Donc il avait en un sens, Doflamingo avait déjà cette notoriété dans le Nouveau Monde d'être un Shichibukai très important et un mec qu'il fallait pas faire chier. Et en plus il pouvait aussi demander la protection entre guillemets de Kaido. C'est pour ça que César était en un sens tranquille tant qu'il travaillait pour Doflamingo. Cependant, maintenant que Doflamingo n'est plus en état de faire quoi que ce soit, César se retrouve dans la merde. Et là, justement, Pecoms est venu chercher César pour le ramener à Big Mom. Maintenant, la question c'est pourquoi ils en veulent aussi aux Mugiwara. Ça, c'est dû au fait que Luffy, tout simplement, avec sa grande bouche, il a déclaré la guerre à Big Mom. Et là, il y avait quand on en a parlé dans le live de Gonzaro, c'est un truc que j'avais un petit peu mal saisi. C'est-à-dire que quand l'île appartient à quelqu'un, pour que le pirate arrive dessus et qu'il prenne possession de l'île, il faut qu'il latte la gueule à la personne à qui appartient l'île. C'est-à-dire que l'île des hommes poissons appartient à Big Mom, et un pirate qui arrive ne peut pas dire maintenant cette île m'appartient. Il faut qu'il aille latter la gueule à Big Mom pour pouvoir avoir la possession de l'île. Alors que moi je pensais que c'était le mec arrive, il dit maintenant l'île m'appartient, si tu veux la reprendre, viens me latter la gueule. Il y a un petit truc que j'avais un petit peu oublié, et donc tout simplement Luffy a déclaré la guerre à Big Mom en disant que maintenant cette île va être à lui et je vais venir te latter la bouche pour la prendre. Ça n'a pas plu à Big Mom. Et c'est pour ça, en un sens, qu'ils ont profité de faire une pierre deux coups. C'est-à-dire prendre César et en même temps détruire la gueule des Mugiwara. Sauf qu'entre temps, les Mugiwara, ils ont sauvé Zoo. Donc Pecoms maintenant se sent redevable envers les Mugiwara, donc il ne va faire qu'une seule partie de la mission, c'est-à-dire qu'il va récupérer César et il va laisser les Mugiwara s'en tirer. Et là, il y a Capone BG qui commence à dire que c'est du grand n'importe quoi. Pecoms essaie de le remettre en place en lui disant ta gueule le bleu, donc là on voit déjà qu'il y a une certaine hiérarchie au niveau de l'équipage. On ne sait pas encore quelle est la place exacte de Big Mom, ce qu'il a fait, mais on se doute qu'il est bien sûr inférieur à Tamago et aussi inférieur à Pecoms, sauf que Capone ne l'entend pas de cette oreille et il a fait un truc absolument génial. Je savais qu'il allait le faire parce que j'avais lu le manga, encore une fois, mais pour une fois, la manière dont ça a été amené dans l'anime est beaucoup plus percutante que ce qu'on a eu dans le manga. C'est-à-dire que, contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire que quand on voit, c'est pas une crucifixion qu'il y a, parce que c'est, je me rappelle pas le nom de... Ah putain, je me rappelle plus. C'est un nom, quand t'as le truc en croix qui est comme ça avec les gens qui sont mis dessus, c'est un nom spécial, cette torture, et le nom des morceaux de bois là. Ça avait moins d'impact, c'est-à-dire qu'on voyait pas de sang, on voyait pas de déchirure, c'était moins percutant. C'est-à-dire, on remarquait qu'ils avaient quand même un petit peu morflé leur race. Et là, je peux dire leur race parce que c'est des Minx, et des Minx, c'est une race, contrairement aux humains, où les humains
n'ont pas de race. Donc si t'insultes un jour quelqu'un, on dit putain de ta race ou enculé de ta race ou quoi que ce soit. Cette insulte n'a pas lieu d'être, hein, voilà, c'est ça. Tu t'adresses pas à un chien, tu t'adresses à un humain, entre parenthèses. C'est-à-dire que tous autant que tels, même si on est différents physiquement, on appartient de la même chose, on appartient tous de la même espèce, hein. Donc, hein, voilà. Petit message. Message qui est d'ailleurs véhiculé par One Piece, hein, pour ceux qui l'auraient pas du tout compris. Hein. Ceux pour qui ça, hein. Bon. Tout ça pour dire que, je sais plus. Oui, on voit qu'ils ont quand même pas mal morflé. Et ce qui se passe, c'est que là, quand on voit Capone tendre la main vers comment ça s'appelle, vers Peccoms, et là, putain, ça m'a totalement fait penser au passage de Vegeta contre c'est combien? C'est 13. Je sais plus. Le truc qui ressemblait un petit peu à un chinois avec une tête toute blanche et un chapeau avec un pic qui était avec le docteur Gero. Voilà. Là, quand il met la main puis qu'il commence à tirer, la ressemblance entre les deux passages est excellente. Et comment il déglingue Peccoms, c'est fou. Là, ça dure que quelques secondes, mais d'entendre tous les... D'ailleurs, quand il tend la main, je m'attendais à avoir Big Bang Attack. Non, pas Big Bang Attack, oui, Big Bang Attack. L'autre Final Flash, c'est quand il fait ça, Vegeta. Et c'est génial. Entendre le bruit, après la fumée qui s'élève vers vers les arbres, et après amener directement le générique, c'était... Waouh! Franchement, vous, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce passage-là, mais moi, ça a fait tout mon bonheur. Entre les conneries de Senji au départ et ce passage-là, on arrive dans du palpable. Là, franchement, avec la suite, où il va avoir une grosse annonce par rapport à Senji, franchement, les prochains épisodes, accrochez-vous à votre slip, ça va vriller sec. Ouais, ça je peux vous le dire. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette critique, analyse d'épisode. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo et j'espère que vous aurez autant déliré que moi dans le début de cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.